Quand on suit son fils et pas qu'on le pousse en se disant je veux qu'il aille là, mais quand on le suit dans ce que lui veut faire, il y a un travail à faire sur soi-même. J'ai fini par me dire que j'étais capable de faire des choses seule, presque par survie en fait. Je suis persuadée qu'il y a des grands sportifs qui peuvent se sentir seuls, comme tu as de grands entrepreneurs qui ont fait plein de choses dans leur vie, qui se sentent seuls. J'ai eu des résultats des coachs qui me disent Kenzo, c'est quelqu'un qui tire l'équipe vers le haut, c'est quelqu'un qui fait jouer les autres joueurs. Moi, je suis étonnée quand j'entends ça vraiment, parce qu'au départ, on me dit « Oui, Kenzo, c'est quelqu'un, on voit que c'est quelqu'un de timide. » C'est la première chose qu'on voyait de lui. Quand tu prends conscience de tes responsabilités, tu prends conscience de ton plein pouvoir. Je me présente, je m'appelle Hajar Benhamed, j'ai 42 ans. Je suis la maman de 2 enfants, donc j'ai une fille qui a 15 ans et j'ai un garçon, vous connaissez bien aujourd'hui, Kenzonel, qui a 10 ans. Passionné de foot, il veut en faire son métier et donc voilà, c'est ce que je suis principalement avec lui. Je travaille beaucoup, dans plusieurs domaines, bon je vais pas aller dans les détails, mais globalement. La manière dont j'ai appris, que le mental était important dans la vie en général et particulièrement dans le sport, c'est assez étonnant, mais c'est dans mon parcours professionnel privé. Qu'on le sache ou pas, dans les entreprises privées, en fait, pour aller chercher la performance qui est si liée aux chiffres et aux revenus, on va souvent parler de coaching mental et de dépassement de soi. Et très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va citer des sportifs de haut niveau, que ce soit dans la natation, que ce soit dans le tennis ou autre. On va toujours vous expliquer que la performance n'est pas une question uniquement d'expérience professionnelle. On peut comparer à sa condition physique, par exemple, mais que ça va être une question qui se gère aussi dans la tête globalement. Et c'est comme ça qu'on va faire en sorte que les gens soient extrêmement performants dans des résultats chiffrés à travers de coaching mental, par exemple. Dans ma vie privée et dans le parcours de ma vie privée, les moments où je me suis dit que le mental était extrêmement important, c'est à travers les difficultés que tu vis, les obstacles que tu vis. Tu as 2 choix, soit tu abandonnes face à cet obstacle, soit tu te poses la question de savoir: «Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je suis capable?» et cetera. Et ça vient pas évidemment du jour au lendemain, ça vient, au fur et à mesure des obstacles et dans vraiment, cette question de persévérance parce que tu te construis, tu finis par te construire comme ça. Donc c'est comme ça que dans ma vie privée, je me suis rendu compte que ce qui se passait dans ma tête avait un impact énorme sur les résultats que je pouvais avoir dans un projet, dans un objectif ou dans quelque chose que j'avais visé pour moi-même. Être une femme indépendante aujourd'hui, par rapport à la gestion des activités de mes enfants ou par rapport à la gestion de mon quotidien, ça demande beaucoup d'efforts, quand on le regarde comme ça vu de l'extérieur, mais ça demande une force mentale, importante, une force mentale qui s'est construite au fur et à mesure du temps. On ne naît pas en disant: «J'ai envie d'être une femme indépendante». En tout cas, ça n'a pas été mon cas. J'étais pas dans un discours, orienté sur l'indépendance de la femme, forcément, je dois être honnête. Mais les parcours de vie, ce que j'ai vécu, les rencontres que j'ai faites au fur et à mesure, que ce soit dans ma vie professionnelle, amicale ou autre, m'ont fait me rendre compte que si j'étais dans cette indépendance, c'est-à-dire orientée sur moi-même, je pouvais réussir des choses qui se rapprochaient beaucoup plus de ce que j'avais visé et défini pour moi-même. Donc c'est comme ça que moi j'ai fini par définir mon indépendance et c'est comme ça que j'ai fini par me dire que j'étais capable de faire des choses seule, presque par survie en fait. Et c'est comme ça que j'ai défini moi, l'indépendance pour moi-même. La manière dont je me décrirais en tant que maman aujourd'hui, elle a évolué, en fait, et notamment grâce à la structure au mental et notamment, on va parler après, grâce à ce qu'on a fait. Je me suis rendu compte que j'étais une maman qui avait surprotégé ses enfants. Je m'en suis rendu compte, certainement à un moment donné dans mon parcours, mais j'arrivais pas à exprimer vraiment qu'est-ce que ça voulait dire concrètement dans mes actes et dans mes attitudes par rapport à mes enfants. Et donc, c'est comme ça que, oui, j'ai découvert que la définition d'être une maman ou d'être une bonne mère, ce n'est pas uniquement dans la surprotection de ses enfants, en voulant éviter qu'ils vivent des expériences ou en voulant éviter, des expériences qui résonnent par rapport à nos propres expériences, par exemple. Mais c'était vraiment de me dire, en les surprotégeant, ça leur a pas toujours forcément servi et j'ai appris à essayer de me définir en tant que mère peut-être un peu différemment et pas uniquement dans cette surprotection par rapport à mes enfants. Ce que ça implique d'être maman d'athlète ou maman d'un sportif ou maman d'un enfant qui a un rêve qui tourne autour du sport, pour être honnête, aujourd'hui par rapport à la réponse que je vais donner, moi la première réaction que ça a eu chez moi, c'était de la peur et de la crainte. Parce qu'on peut connaître le sport de l'extérieur, on entend beaucoup parler de ce qu'on veut faire de son enfant dans certains univers sportifs aussi,
Moi, j'avais peur de ça justement. J'avais pas le bagage ou j'avais pas la définition de ce que ça représentait vraiment. Mais quand on s'en rend compte vraiment et qu'on est impliqué vraiment, quand on suit son fils et pas qu'on le pousse en se disant je veux qu'il aille là, mais quand on le suit dans ce que lui veut faire, il y a un travail à faire sur soi-même, comprendre en fait ce que lui veut faire, comprendre que ça cadre pas forcément avec ce qu'on avait prédit pour lui, comprendre qu'on ne pourra pas l'empêcher de faire quelque chose si c'est vraiment sa passion. Et au quotidien, en termes d'organisation, ça demande une organisation folle, mais ça, on le sait. Mais ça demande surtout de supporter, d'apporter le soutien nécessaire à son enfant dans la définition que ça représente pour lui, par rapport au stade où il en est lui, dans la compréhension que moi, je dois avoir de là où il est aujourd'hui, parce que les aspects techniques du football, voilà, tu peux aller les chercher, mais les aspects émotionnels, les aspects justement qui sont liés au mental, il faut pouvoir les comprendre, les décortiquer et les ramener à la définition même de son enfant. Et ça, bon voilà, je pense que je suis très bonne élève parce que je répète ce que j'ai appris plus ou moins, mais c'est ce que ça représente aujourd'hui pour moi en tout cas. Moi, j'ai réalisé que mon fils avait potentiellement besoin d'un coaching mental la première fois que je l'ai vu sur un terrain. Donc déjà, il m'embarquait dans cet univers-là et j'avais vraiment le sentiment que je voyais, et je vous dis au départ, hein, deux choses différentes en fait. Je voyais des choses dans la vie privée que j'arrive à définir aujourd'hui comme étant de la peur, de la timidité, de l'introversion. Et puis quand je l'ai vu la première fois sur un terrain de foot, je me suis dit, je vois quelque chose de différent. Pour moi, en tout cas, à ce moment-là, je voyais quelque chose de différent. J'avais l'impression que c'était la réponse à pouvoir le sortir du fait qu'il était introverti, etc. Ça, c'était la première chose. Mais le jour où je me suis rendu compte que vraiment il avait besoin d'un coaching mental, c'était parce qu'il y avait ces notions-là qui me donnaient le sentiment qu'il était freiné, en tout cas. Je voyais pas quelqu'un d'ouvert, en fait. Je voyais quelqu'un qui s'améliorait techniquement, c'est-à-dire dans cet univers, lui, par rapport à lui, avec le ballon, mais je voyais pas quelqu'un qui s'ouvrait vraiment sur le terrain, avec les coéquipiers, etc. C'est dingue ce que je vais dire, mais j'ai l'impression, en tout cas aujourd'hui, quand j'observe plus avec ce nouveau regard, j'ai l'impression qu'il joue avec des gens, mais j'ai l'impression que ces gens, ils les voient comme des mannequins, en fait. Et j'ai l'impression qu'ils voient à la limite que les pieds des gens et qu'ils voient là où ils doivent envoyer la balle sans s'ouvrir vraiment et se dire, OK, voilà mes coéquipiers, voilà comment aujourd'hui je les connais, voilà comment je peux construire les choses. Ils construisent les choses de manière technique uniquement, pas dans la collaboration, pour utiliser un terme qui vient de mon univers, avec les autres. Et c'est là que je me suis dit, il y a certainement quelque chose à faire. Mais au départ, ça a une définition très basique quand je découvre qu'il y a quelque chose à faire. La manière dont j'ai trouvé Au Mental, ou en tout cas la manière dont j'ai été en contact avec Au Mental, c'était déjà dans un premier temps ce questionnement au départ par rapport à mon fils. Je savais qu'il y avait des choses à faire par rapport au fait qu'il était introverti et timide, et je vous ai vu à une conférence en fait. Et la phrase qui a été clé pour moi, ça a été primordial. C'était de me dire, je vois des choses dans l'univers footballistique chez des adultes qui sont dans l'univers du foot, en dehors de ce qu'on peut voir de positif dans la gloire, etc. Moi, j'ai toujours vu les êtres humains qu'il y avait derrière, c'est ce qu'on glorifiait chez ces personnes ou dans le succès de ces personnes. Et je savais qu'il y avait parfois des choses qui étaient dans la réaction. On était réactif par rapport à certaines choses. J'ai beaucoup entendu des réactions par rapport à des blessures, par rapport à des carrières qui s'arrêtent de manière anticipée, des réactions par rapport à « mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» alors que j'ai été définie principalement dans cet univers footballistique. Et moi, je pense que quand je vous ai vu, j'ai entendu parler de proactivité. En tout cas, c'est le premier mot qui m'est arrivé à l'esprit. Mon fils, il a 10 ans, il rentre dans cet univers, j'ai peur pour lui, j'entends parler de proactivité. Moi, le puzzle, il se crée à ce moment-là et je me dis, mais c'est ça qu'il faut pour mon fils. C'est vraiment ça, j'ai des questionnements, je connais pas l'univers, j'entends parler de tout ça à travers de la bouche d'experts. Et par expert, on entend l'expertise liée à la psychologie, l'expertise qui est entre les deux, hein, la psychologie et l'univers sportif. Et on a quand même un ancien joueur professionnel qui a un parcours et qui, à un moment donné, a utilisé ce parcours pour justement transmettre ça aux autres et de se dire, voilà, il faut qu'on en parle aujourd'hui. Et moi, ça a complètement résonné en moi à ce moment-là. Lors du premier contact, la demande initiale, pour moi, elle était un petit peu floue. Je savais, parfois, tu sais, quand le puzzle se forme, que c'est là que tu dois aller. Ça, c'est la première chose. Moi, à l'origine, je définis les choses de manière un peu floue, honnêtement un peu timide, et j'étais venue voir justement l'experte en psychologie clinique pour dire, voilà, moi je vois ça chez mon fils. Je le dis timidement parce que je me dis, bon, il a 10 ans, on parle quand même à des gens qui ont un certain bagage professionnel dans cet univers-là.
Est-ce qu'on va me prendre au sérieux dans ce que je dis? Et ce qui se passe tout de suite, c'est que je parle d'introversion, de timidité. C'est les seuls mots que j'arrive à sortir à ce moment-là. Et ces mots sont reçus tout de suite. On donne un cadre directement à ces mots-là. Et je me dis, en fait, ce que je raconte a du sens. Et on m'entend et on me comprend tout de suite. Et ça a été cette première démarche dans un premier temps. Ensuite, ce qui se passe, ce que je découvre par rapport à moi-même et ce que je découvre par rapport à Kenzo, la première chose que je découvre, c'est que en partant de cette timidité, de cette introversion, je me rends compte qu'on prend un chemin et on ouvre un peu la boîte de Pandore, en fait. Et donc, ce que je découvre par rapport à mon fils, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Donc, j'ai envie d'utiliser le terme plein de choses à améliorer, mais il a 10 ans. Donc, la chance que j'ai, c'est qu'il a 10 ans. Donc, il y a plein de choses à construire. Et ça, c'est un message qui est super positif pour moi et pour mon fils. Donc, ça, c'est la première chose que je découvre. Et ce que je découvre sur moi, c'est qu'en réalité, je ne savais pas qu'on allait s'orienter sur moi aussi. Moi, j'arrivais, je confiais mon fils dans une démarche saine, avec des personnes qui ont justement cette envie d'aider, qui sont passionnées. Pour moi, ça a été les 2 gros critères. C'est-à-dire, j'ai vu des gens passionnés, j'ai vu des gens qui étaient orientés sur les autres pour aider. Donc ça, c'est pour moi les deux critères clés pour décider j'y vais pas. Ensuite, je définis un besoin au départ et au fur et à mesure, on construit un chemin et on construit des choses à travailler. Et puis quand on me pose des questions à moi, je suis un peu OK, je savais pas qu'on allait me poser des questions. Je savais pas que je faisais partie du jeu. Mais en même temps, quand on l'a fait, je me suis dit: «Mais en fait, c'est logique puisqu'on prend une personne dans un environnement» et donc c'était logique qu'on me pose ces questions-là. Et la première réaction, c'était: «Waouh, j'étais pas prête». Et ensuite, c'était: «Waouh, on est en train de m'aider, moi aussi, en fait». Et globalement, voilà, je me suis sentie tout de suite moins seule, en fait, vraiment. Ça, c'était les premières réactions et la première définition du besoin, on va dire. Pour donner un exemple concret sur qu'est-ce que j'attendais en termes de, de solutions, de zones de travail, on va dire, et ce que je découvre, et pour donner un exemple concret, on en a parlé très récemment. La peur, en fait, que Kenzo peut avoir, la peur de l'échec, en fait, et la peur du regard des autres, quand on mentionne ça, la première chose que je me dis, c'est que c'est tout à fait vrai. Je reconnais mon fils dans cette définition-là et je sais que j'aurais jamais pu le formuler de cette manière-là. Et pour faire le lien avec moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand je lis ça, où on avait aussi mentionné son perfectionnisme, justement, je me dis le perfectionnisme, ça c'est moi. J'ai été jusqu'à le féliciter quand j'ai vu des choses qui allaient dans ce perfectionnisme-là. Et après, je prends du recul et je me dis: «Waouh, OK, si être perfectionniste, ça t'amène à avoir peur de ton résultat parce que tu te dis: c'est pas aussi parfait que ce que j'aurais voulu. Et donc si c'est pas aussi parfait, ça veut dire que c'est pas bien et ça veut dire que les autres vont amener à avoir un regard peut-être négatif sur ça». Là, je me reconnais, je me dis: je pensais que c'était bien, c'est peut-être bien, mais ça peut être travaillé autrement et le rendre encore mieux et de se dire: «OK, ça doit pas devenir un frein». Ce que j'ai appris sur moi-même durant cet accompagnement, il y a plein de choses vraiment, par où commencer? Sur l'importance de mon rôle dans toute cette histoire, en fait. Je suis maman, comme tous les parents, mon objectif, c'est de bien faire et parfois on croit bien faire, on croit même mieux faire que bien et on se rend compte qu'en fait, ce qui est mieux et bien pour moi, on en a parlé aussi, c'est pas forcément ce qui est mieux et bien pour lui et ça va pas forcément résonner de la même manière dans l'oreille de mon enfant. Donc ce que j'ai appris, c'est que ce que moi je faisais, c'est-à-dire l'environnement dans lequel est mon fils, était très important justement pour son développement, même sur le terrain en fait. Et la chose que j'ai le plus appris et que je retiendrai jusqu'au bout de ma vie, je pense, c'est la phrase magique de Joël qui dit: «Quand tu prends conscience de tes responsabilités, tu prends conscience de ton plein pouvoir». Ça, c'est, voilà, c'est... J'ai toujours été quelqu'un qui prend ses responsabilités. J'ai toujours dit à mon fils: «Il faut que tu prennes tes responsabilités», mais à quel moment je lui dis? Dans ce qu'on peut appeler l'échec, dans ce qu'on peut appeler: «Là, c'était pas ce qu'on attendait». Prends tes responsabilités, presque avec un ton accusateur, mais prendre ses responsabilités, c'est se dire: «OK, sur cette zone, en tout cas dans cette zone-là, quel est mon pouvoir d'action? Et si j'ai un pouvoir d'action, c'est que j'ai la main mise dessus et que donc je peux avoir le résultat que je veux grâce à mon plein pouvoir qui est lié à ma responsabilité». Cette simple phrase qui a été mentionnée par Joël, pour moi, c'est une phrase presque philosophique. Et si on arrive à retenir cette phrase, on peut prendre les choses de manière beaucoup plus positive, les ramener à soi-même et justement là, aller chercher ce qu'on est capable de donner, même en termes de performance. Et ça, je n'avais pas compris. Et pour un enfant, prendre ses responsabilités, ça paraît bête.
mais c'est de se dire, au lieu de faire pour lui, il va faire tout seul. Un enfant, tu dis pas: «Prends tes responsabilités parce que, je sais pas moi, ton bulletin il est pas top, prends tes responsabilités». Non, ton bulletin est pas top, pourquoi il est pas top? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur quoi on peut intervenir? Et en amont, dans le quotidien, on a amené des petites choses qui ont fait qu'il devait prendre ses responsabilités sans taper dessus vraiment, je veux dire, avec les mots constamment. Mais c'est là que moi j'ai appris beaucoup sur moi en me disant: «Mais c'est des choses qui se créent et qui se construisent au fur et à mesure, jour après jour». Si je peux mentionner concrètement les changements qu'il y a pu y avoir à la maison et même dans la dynamique familiale, c'est des choses auxquelles je m'attendais pas parce que, je faisais pas le lien entre les activités sportives de mon fils, sa vie sur le terrain et ce qui pouvait se passer à la maison. Ça a été très réformateur, en fait, parce que je me suis rendu compte justement que par rapport à cette prise de responsabilité qui allait avoir un impact sur son jeu après, je devais construire au fur et à mesure à la maison et il y a des choses qui ont changé. Il va faire des choses qu'il faisait pas avant parce que je les faisais à sa place. Pareil pour sa sœur, on a créé une dynamique qui est différente. Je suis dans une dynamique où plutôt que d'arriver comme un ouragan, comme je le disais, avec: «Aujourd'hui, on va faire ça parce qu'il faut changer, il faut être plus responsable», j'apprends à me dire que c'est des choses que je construis au fur et à mesure et que je suis moi-même responsable justement de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe dans notre dynamique familiale. Et donc je pense que c'est une dynamique qui change totalement. C'est pas, conscient quotidiennement. Je suis pas en train de me dire: «Ah oui, parce que tu fais du foot et donc tes responsabilités». Non, ça vient d'abord dans une prise de conscience et puis moi j'ai reçu beaucoup d'outils au mental où quotidiennement on m'a dit: «Tu peux mettre ça en place, tu peux faire ça comme ça», et c'est des petits outils qu'on sous-estime qui finalement apportent une grande valeur et c'est comme ça que finalement tu finis par avoir un impact dans ton quotidien et tu sens dynamique. C'est par exemple ton fils qui te dit: «Oui maman, OK», là où il t'aurait dit: «Oh non, j'ai pas envie» et cetera, et tu dis: «Waouh, quoi». Et donc c'est comme ça que finalement, oui, je peux voir un changement dans mon quotidien. Ces petits changements, dans le quotidien et dans la vie de tous les jours de mon fils ont eu un impact, sur ses performances justement sur le terrain. Parce que cette prise de responsabilité, ça veut dire aussi qu'il est plus dans l'attente de ce que maman va pouvoir faire à sa place. Donc finalement, quand il est sur le terrain, il est sur le terrain. Moi, je me souviens des moments où mon fils est sur le terrain et il jette un regard sur moi pour avoir justement soit cette validation, soit ce questionnement. Est-ce qu'elle a vu, et dans les 2 sens, est-ce qu'elle a vu ce que j'ai fait de bien ou est-ce qu'elle a vu que j'ai foiré? Donc c'était un petit peu dans les 2 sens et je pense que moi aussi de mon côté, j'ai eu ce questionnement que je n'aurais peut-être pas eu avant de me dire: «Est-ce que je dois être à tous les entraînements et le regarder jouer?» Moi, je ressens ce besoin de voir mon fils jouer parce qu'on a tout un travail sur différents axes. J'ai besoin de le voir jouer, j'ai besoin qu'il voit que je suis présente et que je le soutiens dans ça. Mais il y a une vraie question qui était de se dire: «Mais justement, s'il vit à travers ton regard, est-ce que parfois tu devrais pas prendre du recul?» Et donc j'ai fini par lui poser la question et il y a des moments où il a été plus performant parce que j'étais pas là. Ça, c'est un exemple concret. Donc je pense que il y a eu le lien entre changement à la maison, performance sur le terrain, prise de responsabilité. Ma responsabilité, je la prends moi sur le terrain et maman n'est pas là pour, me valider ou m'invalider dans ce que je fais finalement. La réussite dont je suis le plus fière par rapport à Kenzo Naël et par rapport à ses performances sur le terrain, c'est que comme je le disais tout à l'heure, Kenzo, c'est quelqu'un qui jouait presque quasi pour lui en fait. Il était, avec son ballon à essayer de jouer techniquement. Là, je l'ai vu, j'ai eu des résultats des coachs qui me disent: Kenzo, c'est quelqu'un qui tire l'équipe vers le haut, c'est quelqu'un qui fait jouer les autres joueurs». Moi, je suis étonnée quand j'entends ça vraiment parce qu'au départ, on me dit: «Oui, Kenzo, c'est quelqu'un, on voit que c'est quelqu'un de timide». C'est la première chose qu'on voyait de lui et ce dont je suis le plus fière quand tu as un garçon timide et introverti, c'est de se dire, entendre qu'il tire l'équipe vers le haut et qu'il fait jouer les autres joueurs, moi, c'est quelque chose qui est une victoire énorme pour moi. Donc c'est vraiment principalement ça et puis en fin de saison, en tournoi, Kenzo Naël m'a appelée en me disant: «Maman, j'ai marqué un but». Ça paraît bête, mais c'est le but que j'attendais sur toute la saison. Bon, c'est un but, voilà, je ne vais pas m'arrêter à cette conclusion-là, mais ce qui a été super important, c'est qu'il m'a appelée pour me le dire et j'étais pas présente et il m'a appelée pour me dire: «Maman, tu sais quoi? J'ai marqué un but», et cetera. Puis après, il y a les petites questions: «Tu étais à quel poste, mon fils?» et cetera. Mais bon, voilà, il m'a appelée pour me le dire alors que j'étais pas présente et ça, c'est pour moi la plus belle victoire. C'est qu'il a pensé à moi alors que j'étais pas là et alors que je ressentais que je devais toujours être là, peut-être inconsciemment pour qu'il se rende compte et qu'il pense que je suis là justement. C'est pas parce qu'on regarde un match de football derrière son écran qu'on connaît le football et qu'on sait ce qui se passe à l'intérieur vraiment. C'est pas parce qu'on a lu ce qui se passait dans les médias, dans les choses positives ou dans les catastrophes,
justifié ou pas justifié, exagéré ou pas exagéré, souvent exagéré, on le sait, qu'on connaît le football. C'est pas parce que on connaît peut-être des personnes ou on a discuté avec des coachs qu'on connaît le football. Et quand on est une maman qui gère son fils qui veut faire du football, comme j'ai dit, la première réaction, c'est la peur, parce qu'on a lu des choses et qu'on a peur pour son fils. Et quand on passe cette phase d'acceptation, ben, on se sent très seul. Parce que moi, je ne savais pas où je devais aller. On entend parler des clubs les plus réputés, le reste, on ne connaît pas. Ça commence par quoi? Par discuter avec un coach. J'apprends, ça paraît bête, mais qu'il faut faire des tests pour entrer dans un club. Donc ça, c'est nouveau pour moi. Pour aller faire un test, il faut quoi? Il faut que je traverse des terrains, que j'aille voir les coachs. C'est ce que j'ai fait parce que je ne savais pas, j'étais seule. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est que on croit connaître cet univers, mais on ne le connaît pas. Et donc, moi, j'avais pas cet univers autour de moi. J'avais des personnes qui étaient dans cet univers, qui parlaient un petit peu de leur quotidien footballistique, mais sans plus. Mais quand tu es vraiment dans cette démarche, tu te sens seule et tu veux aider ton fils et tu es seule. Et ça, c'est la première chose que j'ai découverte, c'est que j'étais plus seule grâce au mental, que mon fils, en plus, ressentait qu'il parlait avec des gens qui savaient de quoi il s'agissait, que quand il s'exprimait, il était compris. Moi, il me racontait des choses, il me parlait de choses techniques, OK, ça reste théorique et technique, mais quand il me parlait de ses émotions au niveau du football, ben moi, je me sens seule parce que quand il me dit: «Maman, le coach m'a dit que», la première chose que tu veux faire en tant que maman, c'est te battre et te dire: «Maintenant, je suis pas d'accord, mon fils, il joue en milieu de terrain ou il joue, ceci». Mais en réalité, non, on t'explique que c'est l'univers du foot et que c'est comme ça et tu le sais pas. Et moi, je suis persuadée, allez, après, je veux pas m'avancer, mais je suis persuadée que il y a des grands sportifs qui peuvent se sentir seuls, comme tu as de grands entrepreneurs qui ont fait plein de choses dans leur vie, qui se sentent seuls et ils sont tellement dans cette performance, dans cette carapace de «je suis capable, je suis fort». Ils sont tellement dans «on m'a toujours demandé de faire ça, je l'ai fait». Je suis persuadée qu'il y a des gens qui attendent dans les coulisses justement, qui a un poids sur les épaules énorme, qui à un moment donné, tu es tout seul en fait. Tu peux être entouré de plein de gens, tu te sens tout seul par rapport peut-être à ce que tu avais rêvé pour toi-même. Tu as touché peut-être ton rêve des doigts, c'était pas comme tu l'attendais. Peut-être que tu l'as fait et qu'après ça s'est pas passé comme tu voulais. Peut-être que ça s'est passé mieux que ce que tu attendais, mais c'est toi face à toi-même. Et je suis persuadée qu'il y a des gens qui se sentent seuls. Et justement, une structure comme Au Mental, c'est une réponse par des professionnels, c'est une réponse qui vient des professionnels à ces professionnels et on est dans un même langage en fait, on est dans le même code commun. Et quand mon fils il parle au mental, ben il est entendu, il est compris et moi j'apprends aussi à travers lui et j'apprends aussi à travers le suivi qu'il y a au mental de comprendre les choses, d'appréhender les choses, de comprendre à quoi ça correspond, que c'est normal ou que c'est moins acceptable, etc. Et voilà, c'est super important, je pense, de mentionner ouvertement cette notion de solitude parce que je pense que c'est pas une faiblesse, c'est une réalité dont il faut parler, tout simplement. Si Kenzo Nal ne devient pas joueur de foot professionnel, ce que je veux qu'il retienne en termes de valeurs, ce que je veux qu'il retienne par rapport à ce qu'il a appris justement dans son parcours, quel que soit le temps qu'il y aura dans ce parcours justement, déjà il y a plein de choses. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que ça peut ne pas fonctionner. Et c'est extrêmement difficile pour une maman de devoir pousser son fils vers un rêve alors que je ne l'avais pas accepté au départ. Donc ça m'a demandé un travail déjà d'accepter ça, de me dire c'est pas la direction que je voulais. Kenzo Nal, il voulait être pilote d'avion, comme ça c'est clair et c'est dit. Donc il a des Legos énormes à la maison, c'est un avion. Il m'a dit pilote de ligne, j'ai été chercher les Legos, j'ai des mises en situation. Moi, pour moi, mon fils, il allait être pilote de ligne ou pas. Mais j'alimentais plutôt ça. Et puis quand il me dit maman c'est ma passion et qu'à 3 ans je lui colle un ballon de basket parce que je veux pas qu'il fasse du football, je comprends à un moment donné que je peux pas aller contre ça. Et donc à un moment donné ce que je veux qu'il garde d'abord c'est son rêve, sa passion. Si tu as un rêve, tu as une passion, tu dois le faire jusqu'au bout et c'est ce que moi je veux lui apprendre. Mais je veux surtout lui apprendre que si ça marche pas, et je lui dis pas les choses comme ça, je lui dis pas si ça marche pas, je lui dis il y a d'autres options, tu es quelqu'un d'autre en dehors de ce qui se passe sur le terrain. Et Kenzo, il a fait de la guitare par exemple. C'était pas le meilleur guitariste, mais il a fait de la guitare en tenue de foot. Mais voilà, j'ai essayé de faire en sorte que j'ai juste besoin qu'il me donne une passion, une direction, mais une passion et une direction, ça définit qui tu es. Pas ce que tu vas faire forcément. Une passion, ça peut être traduit à travers le foot, ça peut être traduit à travers plein de choses. Et ce que je vais retenir du football, en tout cas de ce que j'en ai appris aujourd'hui,
c'est que, quand tu as un rêve et une passion, ça sert à rien d'essayer de t'enlever ça parce que tu vas continuer à t'orienter vers ton rêve et ta passion. Mais il a quand même appris la rigueur, la discipline, travailler avec les autres, considérer les autres dans son écosystème. Les autres existent, je suis pas tout seul dans mon univers, à construire des choses grâce aux autres, ce qu'on appelle l'esprit d'équipe, en fait, tous ces éléments-là. Et surtout, en fait, à un moment donné, quand je l'entends dire, par exemple, des choses qui viennent du football et qui viennent aussi du haut mental, quand il parle à sa sœur, parce on a fait une séance de coach sportive ensemble, et sa sœur a dit non, j'ai pas envie, et que je l'entends dire, mais Jade, tu sais, la première fois c'est difficile, mais tu vas t'améliorer, tu peux y arriver. Ça, je me dis, ça c'est du haut mental, ça. Donc voilà, il a appris ça grâce au foot, grâce au terrain, grâce au haut mental, et ça c'est quelque chose qu'il va garder toujours, quoi qu'il fasse plus tard. Donc je le pousse dans son rêve, je serai toujours là pour le soutenir dans son rêve, je serai toujours là pour lui dire que c'est pas les autres qui vont le définir dans ce qu'il va faire sur un terrain, c'est lui qui va être capable de s'évaluer, il est très fort pour s'auto-évaluer et ça il l'a appris aussi, on travaille encore sur ça au mental, mais vraiment te dire ce que tu as appris là, tu peux le prendre n'importe où. Voilà, et c'est ce qui est important pour moi, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui dans vraiment tout ce questionnement par rapport au football, par rapport à sa performance et par rapport à ses valeurs qui peuvent le mener justement aussi vers ces performances-là. Si je dois parler d'un conseil qu'on m'a donné et que j'aurais aimé qu'on me donne avant, c'est justement ce questionnement par rapport à mon rôle et la performance sur le terrain. Pour moi, c'est presque un grand écart, mais quand tu décortiques les choses et que tu comprends que chaque élément, en fait, de ce que je fais est important pour mon fils, déjà dans son éducation globalement, et puis après sa performance, ça, c'est quelque chose que je pourrais mentionner en tant que conseil, c'est de se dire, on doit considérer son fils qui veut faire du sport ou qui est athlète, et son écosystème, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul, il n'est pas isolé, il est dans un environnement aujourd'hui et on doit le considérer. Donc le conseil que je donnerais, c'est de s'impliquer justement dans ce suivi-là. Et si je dois regarder de manière plus large, si je devais donner un conseil, c'est profiter des structures qui existent aujourd'hui. Parce que moi, j'ai souvent entendu, et je ne peux pas le confirmer à 100%, mais ce que j'ai souvent entendu, c'est qu'il y a des gens qui auraient aimé avoir ça dans leur parcours. Il y a une génération précédente dans l'univers footballistique, il y en a même peut-être deux aujourd'hui qui échangent avec la nouvelle génération. Ça, c'est une chance et une opportunité qu'eux n'avaient pas, je pense. Dans d'autres domaines, ça fonctionne aussi. Mais de se dire, mais moi, j'avais pas la possibilité d'être coachée mentalement. Moi, ça a été impressionnant pour moi d'entendre ça. Souvenez-vous, je vous ai dit, dans les entreprises privées, c'est la première chose qu'on vous dit. Pourquoi? Parce qu'il y a du revenu à la clé. Et ici, quand on vous dit, soyez conscient de l'impact de ce que vous pouvez faire mentalement et de votre performance pour vous-même, mais c'est un cadeau. Franchement, pour moi, il y a presque quasi aucun questionnement par rapport à ça. Ça devrait même être, je pense, obligatoire et ça devrait faire partie de l'écosystème d'un joueur professionnel ou pas, globalement. Il faut comprendre que c'est un travail, j'ai pas envie de dire de longue haleine parce que ça paraît long, etc. C'est un travail qui se construit au fur et à mesure. C'est un cheminement. Ici, moi, j'ai la chance d'être dans la proactivité. Donc, on arrive avec mon fils et on construit les choses ensemble. Pour moi, c'est magnifique, c'est bingo. Mais on va continuer avec le haut mental. On va continuer dans ce travail-là qui m'apporte du résultat immédiat dans ma vie privée, où je me sentais seule dans ma vie privée. Je me sens entourée aujourd'hui. Je ne vais pas dire j'ai délégué parce que je fais partie de cet exercice, mais je me sens vraiment dans cet univers de confiance où je me dis, mais ça, c'est sous contrôle, en fait. C'est sous contrôle, il y a un bon écosystème autour de lui. Souviens-toi, Gère, les craintes que tu avais au départ par rapport au football, tu as mitigé tous les risques et aujourd'hui, tu as quelqu'un qui suit ça de manière saine, de manière passionnée, de manière professionnelle. Donc la suite pour moi, c'est continuer le suivi au mental, c'est continuer à regarder les matchs de foot que j'avais plus regardé depuis longtemps. Voilà, ça aussi, mon fils, il m'a ramené à ce que j'ai connu avant. Globalement, voilà, c'est continuer ce suivi-là et surtout remercier au mental pour ce qu'ils ont fait pour moi et pour mon fils.